Welcome, welcome everyone to the Social Science Festival. I'm going to start just before the presentation with a land acknowledgement. We acknowledge that the land on which we live and work is unceded. We are grateful to the Kanien'kehá:ka Nation for their long-standing and ongoing custodianship of John-Jagoué, Montreal. We also recognize that many First Nations have historical and contemporary ties to this place, such as the Anishinaabe. We honor and thank the traditional custodian of this land, as well as the land itself and all the beings that contribute to our own common survival. I also wanted to mention that your Vanier College Student Association finance this guest speaker, this conference. And I would like to mention to you that next week, from October 27th until the 31st, Halloween, is the accreditation vote for your union. That's very important. And now I would like to introduce you our guest speaker. His name is Orlando Sédé, titulaire d'une maîtrise en sociologie et d'un certificat en pédagogie de l'Université d'Ottawa. Il a également suivi des études en travail social à l'Université de Montréal et à l'Université d'État d'Haïti. Il occupe actuellement le poste de coordonnateur jeunesse au Centre communautaire Bon Courage de Place Benoît. Depuis septembre 2020, il travaille comme chargé de projet à la Maison d'Haïti dans le cadre du programme Projet GA destiné aux jeunes garçons âgés de 10 à 17 ans. Je pense que nous pouvons lui donner une bonne bain d'applaudissements pour l'accueillir. Merci, merci. Bon, je n'ai pas besoin de faire de présentation. C'est que, vu qu'on n'a pas assez de temps, on va rentrer directement dans la présentation. Et bon, bonjour à tous et à toutes. Et c'est tout un honneur d'être ici aujourd'hui pour réfléchir collectivement à un sujet à la fois sensible, complexe et essentiel. Le lien entre le masculinisme et les violences sexuelles. Et la manière dont nous pouvons ensemble élaborer des stratégies de prévention et de responsabilisation en contexte interculturel. Notre point de départ est simple, mais vraiment lourd de sens. Parler de masculinisme, c'est interroger les discours et les représentations qui entourent la place des hommes dans les sociétés contemporaines, mais aussi examiner certaines formes de discours qui participent, consciemment ou non, à la reproduction des rapports de domination et à la banalisation des violences à caractère sexuel. Il est très, très important pour moi de préciser, avant de commencer avec la présentation, de préciser que le masculinisme ne désigne pas l'ensemble des réflexions sur les masculinités. Il ne s'agit pas d'une démarche d'introspection qu'on va faire, ni un travail de reconstruction identitaire ou de remise en question du rôle des hommes dans la société. Le masculinisme qu'on va parler aujourd'hui, ça va être saisi comme un courant de pensée et qui va à l'encontre du mouvement féministe, c'est-à-dire un courant de pensée qui prétend que le féminisme aurait pris trop de place et que les hommes seraient désormais victimes d'une société dominée par les femmes. Cette posture repose sur une inversion du rapport de domination. Elle nie l'existence du patriarcat, remet en cause la légitimité des luttes féministes et cherche à réhabiliter une conception hiérarchique et essentialiste des rapports sociaux de sexe et de genre. En ce sens, le masculinisme s'oppose non seulement à l'égalité entre les sexes, mais aussi à toute forme de réflexion critique sur les violences à caractère sexuel et sur les privilèges masculins. Mais pourquoi parler de rapport entre le masculinisme et violences sexuelles? Parce que, à notre avis, ces deux phénomènes partagent un même espace symbolique. Celui d'une culture de domination masculine qui valorise la virilité comme pouvoir, la conquête comme preuve de valeur et le contrôle sur le corps des femmes comme signe d'autorité. Ce lien entre masculinisme et violence sexuelle n'est pas toujours explicite, mais il s'agit en profondeur dans les représentations sociales, les discours médiatiques et les comportements au quotidien. Lorsque certains mouvements masculinistes dénoncent les campagnes de prévention de violences sexuelles faites aux femmes ou remettent en cause la notion même de consentement, ils participent
à un processus de minimisation et de déresponsabilisation face à la violence sexuelle. Il diffuse des messages qui, sous le couvert de défendre les droits des hommes, reproduisent des logiques d'un système patriarcal qui refuse de se reconnaître comme tel. Face à ces discours, notre responsabilité en tant qu'intervenant communautaire, en tant que chercheur, en tant que citoyen, est double. Premièrement, c'est de comprendre les racines du mouvement, c'est-à-dire le mouvement masculiniste, c'est-à-dire ses arguments, son évolution historique et son influence dans l'espace public. Puis deuxièmement, c'est de proposer des stratégies d'intervention capables de déconstruire toutes les formes de stéréotypes associés aux masculinités et de promouvoir des modèles relationnels fondés sur l'égalité, l'équité, le respect et la solidarité. C'est dans cet esprit que s'inscrit ma présentation aujourd'hui. Pour y arriver, nous allons d'abord définir les concepts fondamentaux qui structurent notre réflexion. La notion de virilité, la notion de masculinité, la notion de masculinisme. Cela va nous permettre de mieux saisir leurs différences et leurs zones de tension. Et dans un premier moment, nous allons dresser un portrait du mouvement masculiniste québécois. Dans un second moment, nous allons essayer de clarifier les concepts, comme je viens de le dire. Et puis dans un second moment, nous allons voir les stratégies et les rapports existants entre masculinisme et violence sexuelle, tout en montrant comment certains discours masculinistes, c'est-à-dire des discours antiféministes, nourrissent implicitement ou explicitement la culture du viol. Enfin, nous allons présenter quelques stratégies d'intervention et de responsabilisation qui permettent de contrer ces dynamiques en mobilisant des approches éducatives, communautaires, ancrées dans l'intervention interculturelle. Notre objectif aujourd'hui, ce n'est pas juste accuser, c'est vraiment de comprendre. C'est-à-dire de comprendre comment certains discours se construisent, se diffusent et s'imposent afin de mieux les déconstruire. De comprendre aussi comment derrière ces luttes de représentation, c'est-à-dire les luttes de représentation entre les groupes masculinistes et féministes, se jouent entre des enjeux de pouvoir, de reconnaissance et d'identité. Et surtout de réfléchir ensemble à la manière dont nous pouvons bâtir des espaces d'expression et de dialogue où les masculinités puissent se réinventer sans violence ni domination. Pour aborder la notion du masculinisme et de ses effets sur la perception des violences sexuelles, il est essentiel de distinguer ces trois notions fondamentales. Comme je viens de les nommer, il y a la question de virilité, la masculinité et le masculinisme. Ces trois concepts, souvent confondus dans le langage courant, décrivent pourtant des réalités différentes et complémentaires dans l'analyse des rapports sociaux de sexe et de genre. Maintenant, on va commencer avec le premier élément pour essayer de clarifier le concept de virilité. La virilité n'est pas une notion, ce n'est pas un concept neutre ni figé. Elle désigne avant tout un idéal de performance, de dépassement de soi, d'endurance et d'autorité qui s'exprime dans des démonstrations corporelles ou symboliques liées au combat, au travail ou à la compétition. En ce sens, la virilité, c'est comme un attribut à posséder. On en a tous. Et peu importe l'orientation de la personne, on peut retrouver quelques traits de la virilité. C'est un concept qui s'incarne dans des figures emblématiques, plus particulièrement chez les hommes. Par exemple, le soldat, le sportif, les travailleurs acharnés, le chef ou encore l'aventurier. Ces figures, au-delà de leurs différences, traduisent toute une forme d'injonction, celle de prouver sa valeur masculine par l'effort, la force ou la domination. Cet idéal viril a longtemps servi de ciment de solidarité masculine. Il crée un sentiment d'appartenance entre les hommes, au-delà même des clivages sociaux ou culturels. Mais cette solidarité s'est souvent construite en opposition au féminin, c'est-à-dire contre tout ce qui est perçu comme faiblesse, émotion ou dépendance. Ça, c'est pour le concept de virilité. Maintenant, on va aborder le concept de masculinité.
je ne vais pas aller trop rapide. C'est que pour essayer de mieux comprendre, c'est très, très important, à mon avis, de clarifier les concepts. Et puis, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas de m'arrêter pour pouvoir poser des questions. Oui. Et je ne sais pas s'il y a comme une version une version anglaise pour le concept de masculinisme, mais on va arriver bientôt. Et je suis en train de clarifier les concepts. Je suis à la virilité, on va prendre la masculinité, et puis on va prendre le masculinisme. Peut-être dans la clarification conceptuelle du masculinisme, on peut essayer de trouver s'il y a une variante en anglais. Maintenant, on va juste... Bon, est-ce que c'est clair maintenant pour la virilité? Maintenant, on va prendre la question de masculinité. Bon, la masculinité, contrairement à la virilité, la masculinité n'est pas un attribut. Comme vous voyez, c'est comme un attribut, c'est comme un qualificatif. Mais la masculinité, c'est comme une construction sociale, c'est-à-dire un ensemble de comportements, de représentations et de pratiques produites dans et par rapport et dans les rapports sociaux de sexe et de genre. C'est comme, c'est pas naturel, la masculinité. C'est-à-dire être un homme dans une société donnée ne signifie pas la même chose selon les époques, les milieux ou les contextes culturels. C'est-à-dire un homme dans les années 80, c'est pas du tout la même chose qu'un homme dans les années 2000. De même, un homme dans les années 2000 ne sera pas du tout la même chose dans les années peut-être 2060, 2080. C'est parce que la masculinité, c'est un concept qui se construit dans le temps et dans l'espace. D'où la raison pour laquelle certains chercheurs préfèrent de parler des masculinités au lieu de parler de la masculinité. Par exemple, la façon dont un homme haïtien vit sa masculinité, ce n'est pas du tout la même chose par rapport à quelqu'un venant d'un pays arabo-musulman. Ce n'est pas du tout la même façon de quelqu'un venant de l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire la masculinité, en tant que construction sociale, ça varie dans le temps et dans l'espace. D'où la raison pour laquelle, comme je viens de le dire, au lieu de parler de masculinité au singulier, on parle de préférence de masculinité au pluriel. Ces masculinités, c'est toujours en relation, c'est-à-dire par rapport au féminin, et il y a toujours une dynamique de rapport de pouvoir. C'est pour cela qu'il y a toute une pluralité de masculinité que je ne vais pas trop élaborer. Il y a la masculinité dominante, hégémonique, il y a la masculinité entre guillemets en crise, mais tout ça, c'est toujours par opposition et au féminin. On parle aussi de masculinité subalterne. Par exemple, si on regarde dans les pratiques coloniales et esclavagistes, c'est-à-dire l'homme dominateur, ce n'est pas du tout l'homme esclavagisé. L'homme esclavagisé, c'est comme une espèce de masculinité subalterne. D'où la raison pour laquelle c'est très problématique de voir la masculinité comme un concept singulier, c'est pluriel. Et penser la masculinité, je dirais penser des masculinités comme construction sociale, ça permet d'ouvrir la voie à sa transformation. Étant donné que ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est une construction sociale, c'est construit dans le temps et dans l'espace, mais ça peut aider aussi à déconstruire, à reconstruire la question de masculinité. C'est ça qui fonde aujourd'hui de nombreuses approches dites et la reconstruction ou encore la valorisation positive des masculinités qui cherchent à libérer les hommes des injonctions virilistes et à redéfinir les rapports sociaux de sexe et de genre dans une perspective d'égalité. De manière brève, qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que la masculinité, ce n'est pas un concept figé dans le temps et dans l'espace, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est une construction sociale. Par conséquent, on peut redéfinir, on peut repenser la notion de masculinité dans une perspective d'égalité, dans une perspective d'équité entre les hommes et les femmes. Ça, c'est pour le concept de masculinité. Ça, c'est clair. Maintenant, on va aborder le concept de masculinisme. Et je vais juste récapituler un petit peu. La virilité, c'est comme un attribut. Puis la masculinité, c'est une construction sociale. Le masculinisme. Maintenant, on va entrer dans le masculinisme. Le masculinisme, quant à lui, ne se situe pas dans une perspective de transformation ou d'égalité. Le masculinisme est un courant idéologique et politique qui réagit face à la montée du féminisme et à ses conquêtes sociales en affirmant que les hommes
seraient désormais victimes d'un système qui favoriserait les femmes. Selon deux chercheurs très très connus au Québec, c'est Mélissa Blais et Francis Derry-Dupuis, et qui écrivent beaucoup sur l'antiféminisme au Québec. Selon eux, le masculinisme repose sur une série de discours et de pratiques antiféministes qui visent à légitimer les luttes pour l'égalité, à délégitimer les luttes pour l'égalité. Il nie l'existence du patriarcat, rejette les acquis du mouvement des femmes et banalise les violences à caractère sexuel en invoquant une prétendue de symétrie de violence entre les hommes et les femmes. On va aborder un petit peu plus loin la question de symétrie des violences. En fait, le masculinisme, à travers ses différentes figures, s'incarne à travers trois grands éléments. Premièrement, le père divorcé, qui est présenté comme étant quelqu'un qui est victime d'un système judiciaire qui est trop féminisé. Puis l'homme en détresse, et face à l'échec scolaire dont les causes seraient attribuées aux féministes. C'est-à-dire qu'il y a trop de femmes à l'université, c'est comme un discours aussi qui est de retour dans le mouvement et mal alpha. Ou encore, plus récemment, si on regarde tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec Andrew Tate, c'est le retour des mal alpha et sigma qui revendiquent un retour à la domination masculine au nom d'une authenticité virile menacée. C'est ce que Francis Derry-Dupuis appelle, entre guillemets, la crise de la masculinité. En ce sens, le masculinisme fonctionne donc comme une contre-offensive symbolique face au féminisme. Il transforme les privilèges masculins en injustice et les revendications féministes en menaces. Ce faisant, il détourne l'attention des véritables inégalités structurelles, celles qui concernent la répartition du pouvoir, des ressources et la reconnaissance sociale, pour recentrer le débat sur le malaise identitaire masculin ou encore sur la fameuse crise de la masculinité. Mais au-delà du discours, le masculinisme a des effets sociaux concrets. Il influence les politiques publiques, on va voir ça bientôt, et la perception des violences sexuelles et les comportements individuels. Le masculinisme alimente une culture du doute et du soupçon envers les victimes, tout en valorisant une vision hiérarchique et compétitive des rapports entre les hommes et les femmes. Si la question de virilité représente puissance, la masculinité renvoie à la diversité des manières d'être un homme, le masculinisme, pour sa part, c'est vraiment une idéologie de résistance face à l'égalité entre les hommes et les femmes. En fait, c'est sur cette base que nous pouvons maintenant explorer le contexte d'émergence et d'évolution du mouvement masculiniste au Québec afin de comprendre les logiques internes et les transformations historiques. Et avant d'aborder ce point, je vais juste récapituler encore, c'est qu'il y a trois concepts clés, parce que si on ne comprend pas trop bien ces trois concepts clés, ça va être un peu difficile d'aborder comme la trajectoire historique du mouvement masculiniste au Québec, puis de comprendre les arguments avancés par les groupes et masculinistes. Premièrement, la virilité, c'est la question de puissance, c'est la force. Puis la masculinité, c'est la diversité des manières d'être un homme. C'est-à-dire on peut être un homme de diverses manières. Il y a des hommes les hommes ne vivent pas leur masculinité de la même façon. Puis le masculinisme, c'est un courant de pensée, c'est un mouvement, c'est une idéologie qui va à l'encontre du mouvement des femmes qui est le féminisme. Maintenant, on va aborder la question du mouvement masculiniste au Québec. Comme vous le voyez ici, c'est que il y a plein de livres. C'est que moi, je vais envoyer aux responsables et je vais envoyer la présentation aux responsables et puis avec la liste des biographies. Et c'est que il y a quatre grandes phases qui ont marqué l'itinéraire du mouvement masculiniste au Québec. La première commence à partir des années 60-70. C'est à partir de ce moment-là qu'on va parler des hommes pro-féministes. La deuxième phase commence à partir des années 70-80, la restructuration du mouvement masculiniste.
Puis la troisième phase va commencer à partir des années 80-90. On va parler de la réorganisation du mouvement masculiniste à travers l'activisme politique et juridique. Ça, c'est un point très, très important. Puis la quatrième phase, c'est l'apparition de nouveaux acteurs et diversification des modes d'action. C'est-à-dire ils vont changer de stratégie, de tactique. Puis la cinquième phase, c'est 2000 à nos jours, c'est l'apparition de Mal Alpha et Sigma. En fait, ce sont ces 5 phases que je suis arrivé à répertorier et pour essayer de présenter la trajectoire historique du mouvement masculiniste au Québec. Bon, et le mouvement masculiniste au Québec, comme je viens de le mentionner, émerge à la fin des années 60 et au début des années 70 dans un contexte marqué par d'importantes mutations sociales, culturelles et politiques. Il ne faut pas oublier, si on prend la décennie 60-70, c'est l'époque de la Révolution tranquille. Or, la Révolution tranquille a été très, très marquée par le mouvement féministe. Parce qu'il ne faut pas oublier, en France, il y avait le mai 68, de véritables mouvements sociaux qui vont influencer le Québec plus tard, surtout à partir de 70. C'est que dans la première phase, il va pas y avoir, ça c'est très très important parce que lorsqu'on va parler des stratégies, je vais essayer d'aborder quelques cas spécifiques, puis ça va nous aider à comprendre comment certains éléments de la première phase se retrouvent de nos jours dans les relations entre les hommes et les femmes, surtout en contexte amoureux, par rapport aux rencontres sur les applications. C'est que c'est très très important. Par exemple, la première phase, 60-70, c'est que c'est comme une stratégie. Les hommes vont, bon, je ne peux pas dire les hommes, les partisans du mouvement vont se définir comme des groupes pro-féministes. Et à partir de ce moment, il va y avoir une espèce de redéveloppement des capacités d'action et du pouvoir des hommes qu'ils auraient perdu au profit des femmes. À travers cette phase, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir plusieurs bouleversements. Et ces bouleversements ont contribué à ébranler le modèle traditionnel de la virilité et à générer chez certains hommes un sentiment de désorientation identitaire. C'est dans ce contexte que se développent les premiers groupes d'hommes qui se présentent comme pro-féministes. Ils cherchent à interroger leurs privilèges, à transformer leur comportement et à participer à la lutte contre le sexisme. Cette première phase, située entre 1960 et 1970, témoigne d'une ouverture vers une remise en question constructive du modèle masculin. C'est que les hommes, ils ont pu constater que, bon, s'il y a l'émergence du mouvement féministe, nous, les hommes, on ne peut pas rester les bras croisés. Nous, on doit faire notre part. On va se définir, entre guillemets, comme pro-féministe, comme pro-femme. Mais c'était comme une stratégie pour pouvoir comprendre la dynamique du mouvement féministe et puis pour pouvoir essayer de le déstabiliser. Parce qu'il y a même un proverbe qui dit, pour lutter contre un ennemi, il faut savoir comment, toute la dynamique de fonctionnement de l'ennemi. Mais c'était ça l'intention de la première phase. C'est-à-dire la première phase, ça va centrer tout autour de la question de la lutte contre le sexisme. Mais c'était comme stratégie. Et moi, je dirais, il y a une façon que j'ai l'habitude de nommer ça, c'était une façon d'embrasser la personne, les femmes identifiées comme ennemies, juste pour pouvoir les étouffer. C'était ça la première phase, la décennie 60-70. Maintenant, on va prendre la deuxième phase. La deuxième phase qui commence à partir de la décennie 70-80. Au cours des années 70, on observe toutefois qu'il va y avoir un basculement discursif, ce qui est à l'origine relevait d'une démarche réflexive qui se transforme progressivement en revendication identitaire. Certains hommes commencent à se présenter comme victimes d'une oppression comparable à celle qui dénonçait les femmes. La condition masculine, entre guillemets, devient alors un thème central. Les hommes se décrivent comme dépossédés de leur autorité, marginalisés par le mouvement féministe et incompris dans leurs souffrances. Cette période que l'on pourrait qualifier de restructuration du mouvement marque l'émergence d'un nous, les hommes, opposés à un nous, les femmes.
le discours de certains groupes de paroles d'hommes, parfois nommés mouvements des hommes, se tiennent progressivement d'une rhétorique de la plainte et, chez certains, d'une haine envers les femmes perçues comme responsables du mal-être masculin. C'est à ce moment que l'on peut véritablement parler d'un tournant masculiniste au sens du mouvement qui cherche à réhabiliter la domination masculine sous couvert de défendre l'équilibre entre les sexes. Oui. Ouais, c'est effectivement, c'est ça, parce que c'est surtout par rapport à du point de vue économique, c'est ça qu'on appelle la crise du système néolibéral, lorsqu'il va y avoir, comme toute la restructuration du monde du travail, c'est toute la question de l'industrialisation du Québec, ce qui fait que certains hommes qui occupaient des emplois dans des industries, étant donné qu'il va y avoir cette restructuration, les hommes vont perdre leur emploi. Puis, et certains travaux aussi, puis les femmes... Ouais, c'est vrai, c'est que ce que tu as mentionné, c'est comme un argument. Je vais parler de ça beaucoup plus pour la troisième phase. Je vais en arriver. OK, c'est la troisième phase, c'est là qu'on va parler de... Je vais aller plus rapide. La troisième phase, c'est la réorganisation du mouvement. Si on prend la première phase, je vais retourner. Si on prend la première phase, c'est homme pro-féministe comme stratégie pour comprendre le mouvement. Puis la deuxième phase, c'est la restructuration du mouvement. Puis la troisième phase maintenant, c'est la réorganisation du mouvement à travers l'activisme politique et juridique. C'est que la décennie 1980-1990 est marquée par une institutionnalisation partielle du masculinisme à travers des mobilisations politiques et juridiques. Les groupes de pairs divorcés et séparés se multiplient au Québec comme ailleurs en Occident. Leur objectif, c'est contester les réformes du droit de la famille, la pension alimentaire et les modalités de garde des enfants. Ces revendications, bien que parfois légitimes sur le plan parental, s'accompagnent souvent d'un discours plus large de remise en question du féminisme et de défense d'une présupposée égalité symétrique entre les sexes, une égalité qui nie les rapports structurels de pouvoir et de divorce. Okay. Ces nouveaux activismes trouvent un écho dans la sphère politique. C'est là qu'il va y avoir plusieurs groupes tels que Fathers for Justice en Angleterre, SOS Papa en France, qui inspirent des collectifs québécois qui réclament davantage de reconnaissance pour les pères exclus. Mais au-delà de ces revendications familiales, certaines mobilisations contribuent à forger une identité collective du groupe masculiniste fondée sur l'idée que les hommes auraient perdu leur statut social au profit des femmes. C'est là que la question que tu as soulevée et fait son apparition. Si on prend la phase des années 80-90, c'est là qu'il va y avoir un grand changement au niveau de l'économie du Québec. C'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui occupaient certains emplois dans les industries, surtout dans les factories, ils vont perdre leur emploi. Puis il y a des femmes aussi qui vont occuper certains espaces de travail. C'est comme ces hommes-là vont être perçus comme une catégorie en perte entre guillemets, de leur virilité. Puis pour la quatrième phase, 90-2000, apparition de nouveaux acteurs et diversification des modes d'action. Durant les années 90, c'est là qu'on va assister à la radicalisation du mouvement masculiniste. Ces groupes vont s'opposer ouvertement aux campagnes de prévention de la violence faite aux femmes et cherchent à délégitimer les ressources qui sont disponibles pour les femmes. Surtout la création des maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences. C'est-à-dire les groupes masculinistes vont s'opposer à toutes ces initiatives, notamment les centres d'aide destinés pour les femmes victimes de violences conjugales ou sexuelles. Parallèlement, les groupes masculinistes réclament aussi la création de ressources spécifiquement dédiées aux hommes en insistant sur le thème de symétrie des violences. C'est comme quoi eux, ils sont victimes de violences. S'il y a des maisons d'hébergement pour les femmes, pourquoi ne pas y avoir pour les hommes? Puis ces discours de renversement de rôle devient l'un des piliers du masculinisme contemporain. Il repose sur une manipulation même du langage de l'égalité
pour neutraliser le discours féministe en proclamant que les deux sexes, à savoir les hommes et les femmes, sont également victimes. Il efface toute la question du rapport de domination et invisibilise les violences systémiques dont les femmes sont principalement victimes. Ça, c'est pour la 4e phase. Pour la 5e phase, de 2000 à nos jours, l'apparition ou encore la culture des mâles alpha et sigma. Au tournant du XXIe siècle, le masculinisme se renouvelle sous une forme plus diffuse, mais tout aussi influente, celle des communautés numériques ou encore de la culture viriliste en ligne. Sur les forums, les réseaux sociaux ou les plateformes en diffusion, apparaissent des figures comme les mâles alpha, qui mènent la meute, dominent ses pairs et contrôlent les femmes, et le mâle sigma, qui présente comme solitaire, autonome, insensible aux émotions. Et ces modèles valorisent, comme vous le voyez avec les figures comme Andrew Tate, la réussite individuelle, la froideur émotionnelle et la distance envers les femmes, perçues comme distraction ou menace à la performance masculine. Et l'idéologie que cache la 3e phase du mouvement, popularisée par des influenceurs ou encore des mouvements comme la manosphère, s'inscrit pleinement dans la continuité du masculinisme. Elle légitime des formes de misogynie contemporaine sous le couvert du développement personnel ou de la liberté masculine. C'est comme vous allez voir le groupe d'entraide pour les hommes qui parlent de développement personnel, qui parlent de l'entrepreneuriat au féminin. Et c'est la nouvelle figure du mouvement masculiniste. Puis à travers tout ça, il y a une banalisation des discours haineux et de la culture du viol, notamment à travers les messages antiféministes, surtout des messages aussi anti-LGBTQ+, diffusés massivement en ligne. Bon, en guise de synthèse, on peut dire la première phase, c'est une phase, on pourrait qualifier ça comme une phase d'ouverture, de remise en question par rapport à la façon d'être un homme, mais c'est une phase où les hommes se définissent comme pro-féministes, mais ce n'était pas sincère. La 2e phase, 70-80, c'est la phase de victimisation. Les hommes, ils pensent, eux aussi, ils sont victimes de violences. S'il y a des ressources pour les femmes, il devrait y avoir des ressources pour les hommes. Puis il y a la 3e phase, la radicalisation du mouvement. C'est là qu'il va y avoir les hommes, ils vont être présents là, à la Chambre des communes, ils vont être présents à l'Assemblée nationale, ils vont rédiger des mémoires pour contester certaines revendications féministes, certains gains féministes. Et puis enfin, il y a la 4e phase que j'appelle la phase numérique, et avec la présence des mâles alpha et sigma. Chacune de ces phases marque une espèce de crise identitaire et de volonté de domination de la part des hommes envers les femmes. Puis le mouvement masculiniste, tout en prétendant de défendre le droit des hommes, contribue en réalité à reproduire les hiérarchies de genre et de sexe et à fragiliser les acquis de l'égalité entre les hommes et les femmes. En fait, c'est à partir de cette compréhension historique que je vais être capable maintenant d'examiner le cœur de notre problématique, à savoir la relation qui existe entre eux, masculinisme et violence sexuelle. Le lien entre eux, bon ça, je n'ai pas besoin de passer sur ça parce que je l'ai parlé beaucoup plus. Si on regarde les 4 phases, vous allez voir, c'est les 4 phases, il y a toujours le même argument, le taux de suicide, l'échec scolaire des garçons. Actuellement, on parle beaucoup de ça parce qu'on dit à l'université, surtout dans les facultés de médecine, il n'y a plus d'hommes, c'est beaucoup plus des femmes. Puis, les figures d'autorité à l'université, c'est-à-dire les profs sont tous des femmes, c'est-à-dire il n'y a pas de modèle masculin positif, il n'y a pas de modèle masculin. Puis, on associe ça, c'est comme à la cause du féminisme. Ça, c'est comme un argument, c'est comme des garde-fous. On cherche toujours un coupable. Puis, il y a aussi la garde des enfants. Puis, la symétrie des violences dont j'ai parlé, on ne peut plus rien dire. Surtout, moi, ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus chez l'homme blanc. Tu vois, c'est comme qui occupe les espaces de pouvoir, puis qui parfois a un certain comportement, une certaine forme de discours et qui est associé non seulement au sexisme et au racisme. Puis le fait qu'il y a comme beaucoup de remises en question, maintenant, on ne peut plus rien dire, on n'a pas d'espace. Et puis,
avec les mâles alpha. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire Les mâles alpha, dont l'argumentaire, les hommes sont devenus maintenant des lavettes. C'est comme les hommes sont devenus efféminés, tout ça. En fait, si on regarde les 4 phases, c'est-à-dire tous ces arguments-là sont mobilisés. C'est ça, j'ai oublié de parler de ça. C'est que pour essayer de comprendre la relation vraiment entre violence sexuelle et masculinisme, c'est que moi, je trouvais qu'il était très, très important d'aborder ces 3 concepts. Premièrement, la virilité. Deuxièmement, les masculinités. Puis troisièmement, le masculinisme. Et puis de dresser un petit portrait du mouvement masculinisme au Québec. Mais pourquoi? C'est parce que le lien entre le masculinisme et la violence sexuelle ne relève pas seulement de la coïncidence idéologique. Il y a une dimension idéologique, mais c'est aussi pratique parce que ce lien traduit un rapport structurel entre les représentations sociales de la virilité, une culture de la domination et la négation des rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes. C'est que je vais commencer, avant même de présenter comme les éléments qui expliquent le lien entre le masculinisme et la violence sexuelle, je pense qu'il est très, très important de dresser un petit portrait de définition de la notion de violence sexuelle. La violence sexuelle, c'est tout acte à caractère sexuel commis sans le consentement, j'ai bien souligné, sans le consentement libre et éclairé de la personne visée. Elle englobe un large éventail de comportements, qu'ils soient physiques ou psychologiques, et peut survenir dans divers contextes, y compris les milieux familiaux, professionnels ou publics. La violence sexuelle comprend plusieurs éléments. Il y a les agressions sexuelles, c'est tout contact sexuel non consenti, allant du toucher à la pénétration. Le harcèlement sexuel, c'est comme propos, des gestes ou comportements à connotation sexuelle non désirée, créant un environnement hostile, surtout envers les femmes. La coercition ou la manipulation, c'est obtenir des actes sexuels par menace, chantage, du moins abus de pouvoir. La diffusion non consentie de contenu intime, par exemple, ça c'est beaucoup plus présent chez les jeunes de nos jours, c'est partager des images ou vidéos à caractère sexuel sans l'accord de la personne concernée. Puis, il y a le dernier segment, le voyeurisme ou encore l'exhibitionnisme. C'est comme observer et s'exposer de manière sexuelle sans le consentement des personnes impliquées. En fait, c'est que je ne fais pas trop tôt parce qu'il y a tout un ensemble de littérature sur la notion de violence sexuelle. C'est que j'ai essayé de juste bosser cette définition pour essayer, lorsqu'on va aborder ce point-là, masculinisme et violence sexuelle, quel rapport, pour essayer de comprendre là où l'on est. OK, maintenant, on va commencer par le premier élément. Lien entre masculinisme et violence sexuelle, quel rapport? On va commencer par le premier, la minimisation des violences sexuelles et remise en question du consentement. Ce premier point, ce premier lien, comme point de contact entre masculinisme et violence sexuelle, réside dans la minimisation des violences. Les discours masculinistes tendent à remettre en question la gravité, voire même la réalité, même des violences sexuelles. En évoquant toute la question qu'on vient de parler tantôt, la symétrie des souffrances, ils cherchent à relativiser les faits. Les hommes seraient eux aussi victimes et il serait injuste de concentrer les politiques publiques sur les femmes. Je ne sais pas si vous voyez au Québec, et à chaque fois qu'il y a comme quelque chose qui se passe, et surtout des cas de féminicide, c'est qu'il y a plein de ressources qui sont disponibles pour les femmes. Puis, et pour les hommes, c'est que pour essayer de comprendre la situation, on va juste essayer de dire « Ah, mais c'est parce que… c'est comme il y a certains groupes masculinistes qui vont essayer de contre-argumenter pour essayer de montrer que les hommes, eux, aussi, ils sont victimes des violences. Pourquoi il n'y a pas de ressources pour eux? C'est-à-dire les hommes doivent être accompagnés. C'est pas comme dans une logique de dire comme un homme qui a un comportement violent, ou du moins ce petit gars qui a un comportement qu'il a besoin de l'aide, qu'il doit aller voir soit un travailleur social ou un psychologue. Mais c'est dans l'autre sens. C'est comme quoi la violence, c'est pas quelque chose qui vise une personne parce qu'elle est femme. C'est ça le problème avec la question de minimisation. C'est comme il essaie à relativiser la violence. C'est comme le racisme. C'est comme on dit mais ça, on peut dire ça à tout le monde. Et par exemple, tout le monde est victime de violence. C'est comme une espèce de banalisation de l'acte. Ah, mais si elle est victime, si ça peut arriver à elle, ça peut arriver aussi à un homme. C'est ça qu'on retrouve dans
Le premier argument, c'est la minimisation des violences sexuelles. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une espèce de glissement discursif au niveau du langage. Ça va devenir une espèce de stratégie. Qu'est-ce que ça va alimenter? Ça va alimenter une espèce de dépolitisation de la notion même de violence sexuelle, c'est-à-dire de détacher la violence de ses racines structurelles dans le patriarcat pour la réduire à des conflits individuels ou à des malentendus. C'est ça même la conséquence même de la minimisation, c'est-à-dire enlever toute la dimension politique de la notion même de... Parce que pour résoudre un problème structurel, c'est généralement à travers des lois. Mais chercher à minimiser le problème, de sortir toute la dimension structurelle du problème, c'est réduire le problème à un fait individuel. C'est là que ça pose vraiment problème en termes d'alternatives et structurelles. C'est par rapport à cette question de minimisation, le viol n'est plus compris comme un acte d'oppression, mais beaucoup plus comme un problème de communication et d'interprétation. Et c'est ça qui va alimenter ce qu'on appelle la banalisation de la violence sexuelle. Deuxième point, la question de la justification symbolique de la domination masculine. Le masculinisme repose sur une logique de restructuration du pouvoir masculin. Comme vous pouvez le voir, c'est le plafond de verre. Par exemple, dans toutes les entreprises, vous allez voir, on parle de la promotion des femmes dans les entreprises, de la diversité sur tous les plans. Mais dans certains espaces de prise de décision, là où il y a beaucoup d'argent, vous allez voir, vous pouvez aller regarder sur Internet les grandes entreprises où il y a beaucoup d'argent. Le conseil d'administration est composé typiquement d'hommes. Il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est-à-dire, vous allez voir comme dans les petits espaces des échelons, il va y avoir quelques femmes, quelques noirs, quelques arabes. Mais lorsqu'on commence à monter comme vers le haut, là, il n'y a pas vraiment de femmes. Il y a un podcast qui s'appelle Les couilles sur la table. C'est vraiment intéressant. Et Francis Derry-Dupas a été invité. Il a fait une présentation sur ça. C'est comme là où il développe une analyse très, très matérialiste et concernant le mouvement masculiniste. C'est là qu'il essaie de montrer que les hommes ne sont pas en crise parce que toutes les grandes entreprises, là où il y a beaucoup d'argent, ce sont les hommes qui les dirigent. Et le deuxième élément, c'est la justification symbolique de la domination masculine. C'est-à-dire la virilité, ici, dans sa version la plus traditionnelle, célèbre la conquête, la maîtrise de la compétition. Et dans cette perspective, la sexualité masculine est perçue comme un champ de preuve et de performance où les refus, le consentement ou le désir de l'autre, c'est-à-dire le désir de la femme, deviennent secondaires face à la validation de soi. C'est précisément cette conception instrumentale du rapport à l'autre qui nourrit la culture du viol. Une culture dans laquelle les comportements agressifs, la pression sexuelle ou le manque de consentement sont banalisés, exclus ou invisibilisés. Les discours masculinistes contribuent à cette culture en réhabilitant la virilité comme norme dominante et en ridiculisant les démarches de sensibilisation à l'égalité, en refusant de reconnaître les caractères sexuels, les caractères structurels des violences sexuelles. Ils entretiennent un climat de déresponsabilisation masculine où les hommes sont présentés comme des victimes de leur instinct, de la société ou du féminisme. Pour le troisième, l'influence sur les politiques publiques et leur représentation publique. Le masculinisme n'a pas qu'une influence symbolique. Ce n'est pas quelque chose uniquement symbolique, idéologique. Il a aussi des effets concrets sur les débats publics et institutionnels. Dans certains cas, la pression exercée par des groupes masculinistes a conduit une relecture biaisée des enjeux d'égalité en insistant davantage sur la souffrance masculine que sur les violences faites aux femmes. Ce déplacement du regard fragilise les politiques de prévention, détourne les ressources publiques et met en concurrence des causes qui devraient, au contraire, être articulées dans une perspective de justice sociale globale. Dans le champ médiatique, comme vous pouvez le voir avec plusieurs cas, comme l'affaire Rozon, l'affaire Luc Merville, cette influence s'est traduite par la visibilisation de contre-discours. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier texte de Rozon où il se défend,
par rapport aux accusations qui lui sont portées. Puis, à travers ces contre-discours, il y a la relativisation des violences sexuelles et la présentation des féministes comme des adversaires. Sur les réseaux sociaux, vous allez voir les groupes masculinistes prennent la forme d'une propagation de discours haineux souvent dirigés contre les femmes, y compris les personnes LGBTQ+, et toute initiative visant à remettre en question les privilèges masculins. Cette rhétorique de la vérité interdite, le fameux « on ne peut plus rien dire », fonctionne comme un levier de légitimation pour les propos misogynes et les comportements discriminatoires. Ça, c'est quelque chose qui est typiquement lié surtout à la troisième phase qui parle de la restructuration du mouvement masculiniste. Puis, l'autre point comme lien entre violence sexuelle et masculinisme, c'est l'utilisation des plateformes numériques pour diffuser les messages haineux, notamment via la création comme des chaînes YouTube et tout ça. C'est que ça, je ne vais pas trop rester là-dedans parce que c'est très, très contemporain. Vous êtes très au courant. C'est que moi, je ne suis pas trop à l'aise de... Ce n'est pas une question d'être à l'aise. Je pense que ça, c'est très contemporain. Tout le monde est au courant. Tout ça, c'est que la présence des groupes masculinistes les groupes masculinistes ne sont plus maintenant sur les terrains dans le Parlement. Maintenant, ils sont très, très présents sur les réseaux sociaux, notamment des chaînes de YouTube, Facebook, Twitter, pour essayer de présenter des contre-discours par rapport au mouvement masculiniste. Et pour récapituler, c'est que on ne peut pas détacher le mouvement masculiniste par rapport à la question de la montée des violences sexuelles. Il y a un lien étroit entre les deux, et ces liens se traduisent par ces 4 grands points que je viens d'expliciter. C'est la minimisation des violences sexuelles et remise en question du consentement, la diffusion des discours antiféministes et justification de la domination masculine, l'influence sur les politiques publiques et les institutions, propagation de la culture du viol et banalisation des agressions sexuelles, utilisation des plateformes numériques pour diffuser des messages haineux. Maintenant, s'il y a tout ça, mais il y a des gens qui ne restent pas comme les bois croisés, on pose des actions, d'où l'importance des groupes communautaires, particulièrement comme lors de la présentation, moi j'ai travaillé pendant 4 ans à la Maison d'Haïti dans le cadre d'un programme qui s'appelle Projet GA. C'est un groupe de jeunes garçons âgés de 10 à 17 ans, chaque jeudi et vendredi. On est là ensemble pour parler du féminisme. C'est comme un safe space où l'on développe ensemble des stratégies pour lutter contre le sexisme, puis particulièrement toutes les formes de stéréotypes associés à la masculinité. C'est que ces initiatives, il y en a plein au Québec, heureusement. Comme je vais le nommer, il y a par exemple Projet GA, il y a un organisme communautaire qui s'appelle c'est Bureau de la communauté haïtienne. Il y a des alternatives qui s'appellent Entraide pour les hommes, mais eux, ils discutent beaucoup plus sur la question de la responsabilité paternelle. Et il y a Homme Québec aussi, qui offre du soutien psychologique et émotionnel aux hommes. C'est que toutes ces ressources-là qui sont disponibles, ces ressources-là n'ont rien à voir aux 4 phases qu'on vient de voir. Ces ressources-là s'inscrivent dans une perspective, premièrement, de déconstruire tous les stéréotypes associés aux masculinités, par exemple, comme un homme, ça ne pleure pas, c'est comme un homme, ça doit être fort, ça doit être dur, c'est comme un homme, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un comme qui doit rester, qui ne doit pas montrer sa faiblesse. Puis c'est aussi promouvoir des modèles alternatifs de masculinité. Puis c'est aussi de contextualiser les pratiques, c'est-à-dire comment nous, les hommes, on peut faire notre part pour lutter contre les différentes formes de violence à caractère sexuel. Et puis, c'est beaucoup plus responsabiliser plutôt que culpabiliser. Parce que si vous regardez toute la trajectoire socio-historique, il y a beaucoup plus de culpabilisation. Parce que les hommes pensent qu'ils sont perçus comme des coupables au lieu de prendre leurs responsabilités. Eh bien, toutes ces initiatives-là que je viens de citer s'inscrivent dans ces 4 éléments. Mais comment ça se manifeste concrètement dans la vie réelle?
C'est que moi, personnellement, dans le cadre de mon travail d'intervenant, non seulement quand j'étais à la Maison d'Haïti, mais aussi au centre communautaire Bon Courage qui est juste à côté, premièrement, c'est de créer des espaces de discussion. Et pour les gars et les filles, premièrement, ça peut être des ateliers de discussion. C'est comme un espace où les jeunes sont venus pour explorer toutes les formes de stéréotypes associés au masculin et au féminin, c'est-à-dire leur impact sur leur processus de socialisation. Ça va leur permettre de développer toute une prise de conscience par rapport aux attentes genrées et des pressions sociales liées à la masculinité. Puis, il y a aussi des jeux de rôle et des simulations. Mais c'est ce que nous, on appelle, par exemple, au centre communautaire Bon Courage, dans la peau de l'autre. C'est comme des jeux, ces propositions des jeux de rôle, où les participants, particulièrement les garçons, incarnent des personnages confrontés à des situations sexistes. Puis c'est comme tu te mets dans la peau d'une femme et puis tu es en train de balader dans la rue et puis il y a un propos sexiste. Comment tu te sens? Quel effet que ça produit sur toi? Puis expérimentation des impacts du sexisme pouvant mener à la réflexion critique. C'est comme ces jeux de rôle-là, via l'empathie, permettent de développer des prises de conscience chez les jeunes. Puis il y a aussi des quiz interactifs parce qu'avec les jeunes, ils sont très très présents dans les jeux de vidéo. Puis avec la plateforme Kahoot aussi, on fait comme des jeux de Kahoot, juste pour pouvoir les sensibiliser sur leurs propres attitudes sexistes et à réfléchir à des alternatives. Puis les jeux de vidéo, comme vous le savez, tous les jeunes, je peux dire presque 99% des jeunes jouent aux jeux de vidéo. Et il y a des recherches qui montrent qu'il y a une forme de représentation des femmes dans les jeux de vidéo. C'est comme les femmes, c'est généralement présenté comme faibles, puis les hommes, ils vont à la guerre. C'est que nous, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On invite les jeunes à jouer aux jeux de vidéo, et puis après, on discute sur ces différentes formes de représentation. Puis on leur pose des questions directes. Pourquoi, d'après vous, les femmes sont présentées ainsi, alors que les hommes, de cette façon? Qu'est-ce que vous en pensez? Puis ça amène une discussion, et puis on cherche à les sensibiliser. Puis il y a une discussion aussi, par exemple, parfois on prend des extraits de films. Par exemple, il y a une série qui s'appelle « Je voudrais qu'on me fasse ». Il y a une scène où il y a un petit gars qui a partagé une vidéo intime de sa partenaire. Parfois, on prend des extraits comme ça, comme prétexte, et puis pour enclencher une discussion, juste pour voir, comme le mettre en lumière comme le sexisme ordinaire, puis aborder comme des sujets comme ça avec eux. Puis il y a aussi des podcasts ou encore des capsules vidéo, des créations musicales. Par exemple, cet été, avec un organisme communautaire qui s'appelle Centre La Salien avec les garçons, c'est que, étant donné qu'il y a l'émergence de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on fait avec eux? On fait un truc poétique qui s'appelle Cadavre Exquis. Par exemple, on dit consentement, on demande à chaque jeune de construire une phrase positive en termes de promotion et du consentement. Et puis on rassemble tout ça, ça fait un texte. Et puis les jeunes qui aiment rapper, qui aiment chanter, puis ça fait une création musicale. Puis il y a des podcasts aussi qu'on écoute, des extraits qu'on écoute avec eux. Tout ça les permet à réfléchir, à développer une attitude critique par rapport aux stéréotypes associés aux masculinités. Puis il y a aussi la sortie du mur. C'est prendre conscience des stéréotypes masculins et de leur impact, explorer. C'est beaucoup plus dans les sorties à caractère socio-éducatif. Par exemple, comme vous le voyez dans le dernier point, on parlait de voyeurisme. Surtout pendant l'été, nous, on aime beaucoup sortir avec les gars. On est ensemble pour aller comme à la piscine et puis on les observe. Comment ils réagissent quand tu le vois et une fille, une jeune fille ou du moins une femme et à la piscine avec des vêtements légers. Tout ça, ça nous permet aussi d'aborder tout ça avec eux, la notion de voyeurisme. Puis il y a aussi des événements socio-communautaires. Ça, c'est très, très important. Par exemple, il y a des dates très, très importantes que nous, on ne laisse pas passer comme ça au hasard. Par exemple, Polytechnique. Le 6 décembre, c'est un grand événement. On invite les garçons à discuter de féminicide et à discuter de misogynie. C'est comme on prend ces événements douloureux comme prétexte pour pouvoir les sensibiliser sur des enjeux. Bon, bref, en gros, c'est tout ça. Et puis après, c'est toutes ces références-là que j'ai utilisées. Par exemple, ça, c'est pour essayer de présenter toute la trajectoire historique du mouvement masculiniste au Québec. C'est le livre de Francis Derry-Dupuis que vous voyez ici, les mouvements masculinistes au Québec. Et puis, pour aborder les phases aussi, c'est la crise de la masculinité. Puis, il y a Antiféministe et masculinité d'hier aujourd'hui. Mélissa Blair aussi, J'ai le féminisme, c'est un bon livre. En fait, ce sont toutes ces ressources. En termes de stratégie d'intervention, il y a intervenu auprès des hommes en difficulté. Puis, il y a aussi Regard sur les hommes. Ça, c'est beaucoup plus contemporain, où l'on aborde toute la question de la répression des émotions
et les hommes qui ont de la difficulté à aller chercher de l'aide quand ils font face à des situations et problématiques. En gros, c'est ça. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Maintenant, on peut juste jaser, échanger ensemble. D'être plus féministe et d'être moins négatif pour les femmes? Ah, merci beaucoup. Hein, c'est une bonne question. Hein. Mais pour te dire, honnêtement, c'est que tous les garçons avec qui j'ai déjà travaillé, les garçons avec qui je travaille maintenant, c'est qu'ils sont tous exposés, ils sont tous intériorisés et les discours masculinistes. C'est que, en termes de stratégie, je vais faire un retour en arrière. Par exemple, quand j'étais à la maison d'Haïti, notre premier échec, c'est même de parler de dire, bon, c'est même de dire aux jeunes, on va parler du consentement. Tout le monde est parti. Nous, on est obligé d'échanger stratégie. Ce qu'on fait, on commence à jouer au basketball avec eux, de développer des liens de confiance, des liens de proximité pour qu'ils puissent comme être eux-mêmes. Une fois que le lien de confiance est créé, et puis après, on commence à discuter avec eux. Et puis là, maintenant, ils s'exposent, ils peuvent tout dire. Et puis là, nous, on est capable de développer des comptes argumentaires pour pouvoir montrer non seulement c'est un discours discriminant, mais aussi ça aussi a des impacts. Non seulement du point de vue de la loi, par exemple, un jeune de 17 ans, si tu ne respectes pas le consentement et d'une personne avec qui tu développes une relation, mais qu'est-ce que ça implique comme conséquence et du point de vue juridique? On essaie de les sensibiliser et par rapport avec ça. Dernièrement, on a développé une initiative que je trouve très, très intéressante qu'on appelle Conversation Barbershop. Peut-être que vous pouvez voir ça sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a pu constater que lorsque les garçons sont dans une petite salle comme ça, ils n'aiment pas ça, ça ressemble à une salle de classe. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Dans le quartier de Saint-Michel, il y a des barbershops, là où l'on coupe les cheveux. Puis nous, on débarque avec tout le matériel, pendant qu'on coupe les cheveux, et puis avec un petit écran qui est affiché en haut, et puis on met des cas. Par exemple, samedi passé, on a fait un truc comme ça, c'est que c'est tous les jeunes là qu'on sait qui sont vraiment pro-masculinistes. Puis comme ça, on commence à prendre des situations. Et puis, en coupant des cheveux, ça, de manière très, très ludique, très récréative, on rit. Et puis, ils disent exactement ce qu'ils pensent par rapport aux féministes. Et puis, nous, on contre-argumente. Et puis, lorsqu'on se sent comme moins convaincant, puis là, maintenant, étant donné qu'on a de l'Internet, et puis on montre exactement qu'est-ce que ça implique par rapport à... Et ça les sensibilise. Mais c'est un travail, hein, parce que je dois vous dire honnêtement, il y a des jeunes avec qui on a fini de faire un atelier, puis étant donné qu'ils sont connectés sur notre Instagram, et puis ils écrivent quelque chose qui va directement à l'encontre de ce qu'on vient de dire pendant 1 heure de temps. C'est très, très, très problématique. C'est que nous, on essaie de faire tout notre mieux pour essayer de les sensibiliser, rentrer dans leur monde, dans leur imaginaire. S'ils aiment jouer aux jeux de vidéo, on utilise des jeux de vidéo comme moyen. Mais le travail, c'est vraiment un travail sur du long terme qu'il faut faire. Ce n'est pas vraiment, vraiment, vraiment si facile. Je prendrai une dernière question. En continuant, est-ce que ça, c'est vraiment un rôle que vous devez être homme pour faire? Parce que pour vous, des hommes, je sais que beaucoup de femmes ont beaucoup d'hommes dans leur vie qui, peut-être, c'est leurs petits frères, les petits cousins qui ont ce comportement masculiniste. Ils veulent vraiment aider de ne pas genre, se développer dans un homme qui est sexiste, qui est violent et tout ça, mais on sait que on ne va pas être écouté parce qu'on est femme. On est déjà comme pas... we're not trusted. Et alors, avec votre initiative, c'était vraiment la relation entre vous et probablement vos collègues puis les garçons, mais est-ce que je pense que ça, c'était vraiment seulement possible parce que vous étiez homme ou est-ce qu'il y a une façon comme femme de aider à sensibiliser les hommes ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que est-ce que c'est quelque chose qui doit vraiment être interne, qui doit être un autre homme qui dise non, ça ce n'est pas une menace à votre virilité, ou est-ce que les femmes peuvent faire quelque chose pour aider ces hommes aussi? La question que tu as soulevée est très, très importante, mais je vais parler en fonction de mes expériences pour éviter de généraliser. C'est que ce n'est pas une problématique. Ce n'est pas une problématique. C'est pas une problématique pour nous, peu importe la personne et son orientation sexuelle
ou du moins son sexe, et il peut travailler sur la question de la promotion de la masculinité positive. Et d'ailleurs, quand j'étais à la Maison d'Haïti avec Projet GA, c'est que par exemple, il y a une section qui concerne par exemple la transphobie, l'homophobie, et c'est quelque chose qui est très très présent dans les communautés noires. Et étant donné que moi, ce n'est pas un sujet que je maîtrise très très bien, moi j'ai invité toujours des intervenants de gris. Il y a même des épisodes qui se sont passés dans les ateliers. Moi, ce que je dirais, peu importe l'orientation sexuelle, peu importe le sexe de la personne, l'important pour travailler avec des jeunes, plus particulièrement des garçons, sur ce genre de problématiques, c'est la confiance. S'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas de proximité, ça va être très, très, très difficile. C'est pour cela que ça doit être un travail qui doit se faire avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexion. C'est ça, c'est que, en fonction de mes expériences, ce n'est pas un problème. L'important, c'est la confiance. C'est comment aller chercher le jeune. C'est comment lui donner de l'opportunité de s'exprimer, comment lui, par exemple, chaque année, quand on planifie les ateliers, ce n'est pas comme préfabriqué là. On fait des rencontres de brainstorming. On écoute les gars, pendant qu'on mange, bon, cette année, qu'est-ce que vous voulez discuter, hein? Qu'est-ce qui fait la une de l'actualité? C'est comme, c'est pas préfabriqué. On fait tout avec, par et pour. Et ça marche très, très bien. C'est ça. Et on a un atelier qu'on avait fait on voulait aborder un sujet. C'était une expérience qu'on avait fait. Je vais donner cet exemple pour finir avec la question. Je pense qu'il y a un article qui est disponible dans Urbania. On parlait de ça. Cet atelier-là, ce n'était pas un homme. Il y avait comme des jeunes, des filles et des gars, mais la grande majorité étaient des gars. Et puis l'animatrice, et la personne qui animait l'atelier, c'était une femme. Mais ça nous a pris au moins un bon 6 mois pour créer des liens de confiance entre l'animatrice et les gars. Puis c'est comme ça. Parce que les garçons là, c'est que s'il y a quelque chose qui pose problème dans les interactions qu'ils vont avoir avec quelqu'un, c'est la peur d'être jugé. C'est ça, c'est qu'une fois que le lien de confiance est là, c'est comme même si le gars va dire quelque chose de très problématique, étant donné qu'il sait qu'il y a un lien de confiance, qu'il y a de proximité, qu'il y a la bienveillance, il va le dire. Et puis là, comme intervenant, nous, on va être capable de recadrer. C'est que pour clore, c'est que moi, je pense que peu importe le sexe, l'orientation sexuelle de la personne, peu importe sa couleur de peau, l'important, c'est la confiance et la proximité, puis de ne pas donner le sentiment aux jeunes et qu'il va être jugé par rapport à sa prise de position dans le cadre d'une discussion, soit sur le féminisme, sur le consentement et tout ça. Et puis essayer de donner aussi la possibilité à chacun des jeunes de se confronter. Par exemple, on avait comme un projet avec Radio-Canada, c'est faire des ateliers sur le consentement. C'est comme des mises en situation. Et cet atelier-là est disponible dans l'espace parent de Radio-Canada. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend des exemples concrets, puis des exemples que nous, on connaît dans l'historique des gars. On dit, OK, l'hiver, tu as rencontré une fille à l'école et on est devenus amis. Puis on a passé tout l'hiver, il fait froid, on est tanné, on est fatigué. Bim, l'été arrive, puis la fille commence à porter des vêtements légers. Mais il n'y a rien entre vous. Hein. Puis la fille, on est allé au parc, la fille blottit sur toi, et puis est-ce une invitation? Et puis nous, on lance la question comme ça. Là. Vous allez voir, il y a des gars qui vont dire, oui, c'est une invitation. Il y en a qui vont dire, mais non. Puis comme ça, ils se confrontent, et puis nous, on intervient, on clarifie, puis on parle de conseils. C'est comme ça. L'important, c'est vraiment, et pour moi, c'est la proximité, c'est le lien de confiance. Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lui venir pour demander personnellement. Je vous souhaite un bon après-midi. Have a nice afternoon. Merci beaucoup. Hein.